Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue en Caribde pour cette soirée d'ouverture des dystopiales qui vont continuer demain. Ce soir on est très heureux d'accueillir Laure et Laurent Kleutzer qui sont des auteurs amis de la librairie et qu'on suit depuis l'ouverture et puis qu'on suivait avant comme juste lecteurs. On les a invités à venir jouer les libraires d'un soir, formule habituelle chez Caribde pour présenter des livres qu'ils aiment. Moi je parlerai rapidement à la fin de Vostok, le dernier né de Laurent Kleutzer. Mais je ne vais pas vous en dire plus tout de suite. Et on va faire une petite pause au milieu. Voilà. Laurent, c'est à toi. Alors le jeu, m'a dit Anaïs, c'est de présenter 7 livres, sauf si on est deux, dans ce cas-là on en présente 8, mais on en prend 4 chacun. C'est pour dire que les règles sont simples. Donc Laure et moi, on en a chacun apporté 4 qui sont sur cette table. Je vais commencer et puis après je présenterai ceux de Laure. Sauf si elle veut dire quelque chose. Alors, le premier. Alors, il n'y a pas tellement de logique d'ensemble. Il n'y aura pas un tableau qui va émerger de nos choix. C'est plutôt, en ce qui me concerne, des livres qui ont joué un rôle sur. Quelque part, qui ont joué un rôle sur mon idée de l'écriture. Voilà, sur des choses que soit j'ai envie de faire, soit j'ai faites, soit j'aimerais faire. Et je vais commencer, comme on est dans la semaine de Pâques, je vais commencer par Eri De Luca, Noyau d'olive. Alors Eri De Luca, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un auteur italien contemporain. C'est un grand, c'est un grand vieux monsieur très sec, très engagé, très à gauche, qui écrit des textes très courts, très secs, il n'y a pas un bout de gras. Et Noyau d'olive, c'est le livre par lequel je l'ai découvert, peut-être le livre par lequel on l'a découvert, parce que c'est par Laure que... Non, c'est par autre chose, c'est possible. Un Noyau d'olive, ce sont des réflexions bibliques. Et Eri De Luca se dit non-croyant et pratique la Bible tous les jours. Et il fait je trouve les Noyaux d'olive, c'est une série de textes vraiment très courts, qui font regarder les récits bibliques comme on les a jamais vus. Enfin, en tout cas, pour moi, je vais vous en lire un passage, en fait, c'est le meilleur moyen d'en parler. Donc c'est vraiment des textes très très courts, très denses, et Eri De Luca lit l'Ancien Testament en hébreu dans le texte, donc il sait, voilà, et il a l'air de savoir de quoi il parle. Et je ne sais pas dans quelle langue il lit le nouveau, mais à mon avis dans la langue originale aussi. Le texte que je vais lire s'appelle « Résumé de l'intrus ». L'année où sa mère le mit au monde n'était pas une année sainte. Son peuple, les Hébreux, avait pour loi de consacrer une année sur 7, laissant le sol en paix. Son année de naissance n'appartenait pas au cycle des années sabbatiques, au rituel imposé par le verbe « Shabbat », cesser. Il ne naquit pas dans un moment de liesse, mais au cours d'un voyage, d'un déplacement forcé. Son peuple aimait les pèlerinages et se mettait volontiers en chemin pour célébrer des fêtes, Pâques ou d'autres, à Jérusalem. Mais lui ne naquit pas lors d'un pèlerinage. Ses parents se déplaçaient pour remplir un devoir triste et insidieux, obéir à un recensement. Aujourd'hui, nous sommes habitués à être comptés, inscrits et incorporés dans des listes, à disposer de nombreuses marques numériques. Certains estiment normal, par simple scrupule, de relever ainsi les empreintes digitales de femmes et d'hommes arrivés jusqu'à nous dans leur fuite sans fin. C'est pourquoi nous, hommes modernes, ne pouvons pas comprendre la peur des Hébreux d'alors, la ruine dont ils avaient déjà fait l'expérience quand un de leurs rois avait osé compter le peuple auprès duquel Dieu avait planté d'abord une tente puis un temple. Ce roi obtint des chiffres erronés et subit le châtiment d'une épidémie. Les Hébreux avaient donc déjà été mis en garde contre l'arrogance de donner un nombre aux êtres humains. Lorsqu'il naquit, son peuple était sous le joug de la puissance militaire romaine et devait donc se soumettre à l'appel imposé par les conquérants comme des têtes de bétail. Il n'était pas marqué, ça non. Comme sceau au-dessus d'eux, l'aigle romaine planté sur leur lieu sacré suffisait. Ses parents étaient en voyage vers le sud, ils allaient en Judée par étapes forcées. Aucune exception n'était admise, même une femme à la grossesse très avancée devait se rendre sur son lieu d'appel, en rang derrière tous les autres.
Ils partirent ainsi à 2 de Nazareth et demeurèrent 3 à Bethléem. Il était né. Sa mère avait eu ses contractions justement là. Ses muscles expulseurs obéirent à un lieu prévu et prescrit. C'est à Bethléem de Judée qu'est tenu de naître le Messie, l'intrus le plus attendu au monde. Cette année-là n'était pas sabbatique, le voyage de ses parents n'était pas un pèlerinage. Il naquit sous la queue et l'auspice d'une comète, ce qui n'était pas un signe de bonne fortune selon les croyances et les superstitions anciennes. Aujourd'hui, on épingle sur les crèches la petite étoile à la traîne d'or, réconfort dans la nuit. Mais alors, la comète était un impitoyable projecteur qui dénonçait le lieu et l'événement. Matthieu écrit que 3 étrangers vinrent d'un autre Orient pour enregistrer le prodige déjà annoncé par leurs calculs, apportant des offrandes solennelles dignes d'une naissance de roi. Le roi au pouvoir, Hérode, se fâcha, redoutant une usurpation. Il ordonna un massacre d'enfants de 0 à 2 ans à Bethléem et dans tout le territoire environnant. Ce fut une mesure extrême et inefficace. Il est prouvé depuis Moïse qu'il en réchappe toujours un, le bon, résumé de tous ceux qui ont été tués. Celui qui se trouve être le reste d'innombrables absents, assume et possède les énergies de ces vies entravées. Faire des miracles alors n'est qu'un petit dédommagement. Un ange avertit son père du guet-apens en songe, ainsi s'enfuirent-ils la nuit sans attendre l'aube, et c'est ce qui explique pourquoi Joseph n'informa personne du songe ni du danger. Mais cela n'explique pas pourquoi l'ange n'alla pas voir aussi d'autres pères. Son autonomie de vol n'était-elle que pour un songe seulement? Et pourquoi un ange seulement? Il est vain de frapper à la porte d'explications si elles n'ont pas été écrites. Un des nombreux massacres d'enfants devait avoir lieu. Il en existe aussi aujourd'hui parmi les gamins de rue de l'Amérique du Sud, parmi les nouveau-nés des campagnes chinoises, parmi les petits enlevés par des ogres et des chirurgiens clandestins qui prélèvent et transplantent des organes. Nous sommes plus tranquilles aujourd'hui. Nous savons pourquoi ils se produisent. Mais dans le récit de Matthieu, le lecteur est pris d'un doute sur l'omnipotence de celui qui n'envoya sauver d'autres enfants que le Messie. Ainsi il naquit et resta en vie grâce au seul prodige dont il ne fut pas lui-même l'auteur. Toute sa vie brève, il tenta de réparer cette injustice, jusqu'à se faire accrocher sur l'obscène potence romaine, qui exposait la mort en haut, bien en vue, comme une affiche. Jamais il n'aurait pu imaginer ces conquérants quel genre d'icône ils étaient en train d'élever sur le Golgotha. Il prétendrait avoir l'exclusivité sur les droits de reproduction. Toute sa vie brève, il fut habité par une foule d'enfants ratés, par la douleur de leur mère. Ainsi put-il supporter celle de la sienne au pied de la croix. Un grand nombre de ces prodiges étaient des blagues d'enfants qui jouaient au docteur, à sauver la nature en guérissant tout à coup la lèpre et les déformations. C'était des miracles, mais pas colossaux. Il ne mit pas d'entrave à la machine du ciel, comme Josué qui arrêta le soleil à Gabaon et la lune sur la vallée d'Ayalon. Il n'ouvrit pas les eaux comme Moïse, mais il marcha dessus sans se mouiller. Il ne créa pas le fruit de la vigne, mais au cours d'une fête, il sut vendanger du vin à partir de l'eau. Il ne créa pas le soleil, le feu, ni la lune, ni les étoiles déjà créées, mais il donna la vue aux aveugles, ce qui est une façon d'inventer la lumière. Il n'eut pas d'enfant, il ne se pourvut pas d'une descendance, mais il se querella avec sa sœur la mort, et lui arracha des mains un corps déjà enseveli, le faisant revenir en arrière, pour revivre, certes, mais aussi pour remourir. Il fut baptisé en eau douce, il aima la pêche, fréquenta les pêcheurs, remplit leurs filets, calma les vagues d'une tempête sur le lac de Tibériade que son peuple appelle la mer de la harpe. Dans les Saintes Écritures, c'est Isaïe qu'il préféra. De David, il goûta plutôt les psaumes que les exploits. C'est de lui qu'il descendait, ainsi le veut la loi du Messie. Dans la lignée de ses aïeux, il y avait une génitrice cananéenne, Tamar, et une moabite, Ruth, car le Messie est un métis, et non pas un pur sang. Il pria l'offensé de tendre l'autre joue, plaçant l'offenseur devant le risque du ridicule, mais fixant aussi un terme à l'épreuve. Les joues sont au nombre de 2, pas plus. Il n'écrivit pas, ne dicta pas, ses paroles faisaient le voyage des abeilles au-dessus des pétales ouverts des oreilles. Il sauva une femme condamnée à la lapidation en demandant à ses accusateurs que le premier qui serait pur de péché s'avance avec la première pierre. Il savait que les hommes lancent facilement les deuxièmes. Plusieurs femmes le suivaient de place en place comme les apôtres. Il n'eut pas de prétention à l'abstinence, le célibat vint ensuite une fois les églises fondées. Il transpira du sang, mourut avec tout son corps, en résistant à la mort par les nerfs, le souffle, la fièvre, les plaies et les mouches autour de son agonie. Il ressuscita en entier, chair, os et promesse d'être seulement le premier des destinés à la résurrection. S'il naissait aujourd'hui, il serait sur un bateau d'immigrés, jeté en mer avec sa mère en vue des côtes des Pouilles de la Calabre. Peut-être continue-t-il à naître ainsi, sans survivre, et le 25 décembre n'est-il seulement que le plus célèbre de ses anniversaires. Après lui, le temps s'est réduit à un entre-temps, à une parenthèse de veille entre sa mort et sa revenue. Après lui, plus personne n'est résident. Nous sommes tous des hôtes en attente de visa. Nous, les bien nourris d'Occident, nous sommes la colonne d'étrangers, en rang devant le dernier guichet.
j'ai trouvé celui-là particulièrement approprié pour aujourd'hui et pour notre époque. Voilà, et Ride Luca, c'est tout le temps comme ça, c'est vraiment super bien. Alors moi, j'en ai choisi 4 aussi, du coup. Alors, pour des raisons que j'aurais du mal à dire. Il y en a qui datent des années 20, qui est une période qui m'est chère. Il y en a un qui est une aide de jeu, que je vous présenterai comme ça tout à l'heure. Je commence par celui-ci, parce que celui-ci, il est drôle. En tout cas, moi, il me fait beaucoup rire. C'est Moi qui ai servi le roi d'Angleterre, de Bohumil Hrabal. C'est un livre qui a été écrit dans des bars, qui sont des lieux où on travaille très bien en général. Et qui voilà, est nourri aussi de la parole des bars, des échanges des bars, de toute l'ambiance de Prague et des autres de villes où Bohumil Hrabal a voyagé. Et je vous propose de vous lire aussi le début, qui s'appelle Un verre de grenadine. Suivez attentivement ce que je vais vous raconter. J'étais à peine arrivé à l'hôtel à la ville dorée de Prague que le patron me prit à part pour me dire en me tirant l'oreille gauche « Maintenant que t'es groom chez nous, rappelle-toi bien ceci, tu n'as rien vu, rien entendu, répète !» Je répondis donc que dans son établissement, je n'avais en effet rien vu ni rien entendu. Mais le patron de poursuivre en me tirant l'oreille droite « Or, rappelle-toi aussi que tu dois tout voir et tout entendre, répète !» Je répétais donc, interloqué, que désormais je verrais tout et entendrais tout. Voilà comment j'avais débuté. Tous les matins à 6 heures, nous étions rassemblés dans la salle de restaurant pour une sorte de revue des troupes, le maître d'hôtel et les garçons alignés d'un côté du tapis et moi tout au bout, aussi petit qu'il sied un groom. De l'autre côté du tapis se tenaient les cuisiniers, les femmes de chambre, les filles de l'office et de la plonge, l'hôtelier, passé lentement au milieu pour vérifier que les plastrons et cols de chemise étaient impeccables et les fracs sans tache. Tous les boutons recousus et les chaussures bien cirées. Puis il se penchait en avant pour s'assurer à l'odorat que nous avions pris un bain de pied, après quoi elle disait « Bonjour messieurs, bonjour mesdames ». Ensuite on n'avait plus le droit de bavarder, les garçons m'apprenaient à enrouler couteau et fourchette dans la serviette pour mettre le couvert. Je nettoyais les cendriers, tous les jours je devais nettoyer aussi le panier métallique des saucisses chaudes qu'il m'appartenait désormais de porter à la gare. C'est mon prédécesseur qui m'avait montré comment faire, il n'était plus groom, puisqu'il commençait déjà à servir dans la salle. Oh, celui-là, qu'est-ce qu'il a pu supplier qu'on le laissât encore porter ses saucisses. Au point que cela me parut bizarre, mais je ne fus pas long à comprendre, et depuis je n'aurais abandonné pour rien au monde ma place de vendeur de saucisses chaudes sur les quais de la gare. C'est qu'il m'arrivait plusieurs fois par jour de remettre une paire de saucisses, coûtant 1 couronne 80 avec le petit pain, à un voyageur qui n'avait qu'un billet de 20 couronnes. Alors je faisais toujours comme si je n'avais pas de monnaie, même quand j'en avais plein les poches. Je continuais donc à vendre, jusqu'à ce que le voyageur fût obligé de sauter dans le train. Il bousculait tout le monde pour se frayer le passage vers la fenêtre, et de là, il tendait la main vers moi. Alors je posais d'abord mon panier, puis j'agitais les pièces de monnaie qui faisaient un bruit de crécelle au fond de ma poche. Mais le voyageur me criait de garder la monnaie et de lui rendre surtout les billets. Alors je fouillais lentement dans mon portefeuille, et déjà le chef de gare donnait un coup de sifflet. Alors je sortais posément les billets, et déjà le convoi s'ébranlait. Alors je me mettais à courir à côté du train, qui déjà prenait de la vitesse. Je levais la main et les billets de banque effleuraient presque les doigts tendus vers moi. Certains voyageurs se penchaient tellement qu'à coup sûr, quelqu'un dans le compartiment devait les retenir par les jambes. L'un d'eux avait une fois frôlé de la tête l'auvent du quai, et un autre le poteau du sémaphore. Mais déjà les doigts s'éloignaient de plus en plus vite, et je m'arrêtais essoufflé, les billets de banque au bout de mon bras tendu. Maintenant ils étaient à moi, car rarement un voyageur revenait pour réclamer son dû. Si bien que je commençais à me faire pas mal d'argent. À la fin du mois, cela représentait déjà quelques centaines, et je finis bientôt par avoir mon premier billet de 1000. N'empêche qu'à 6 heures du matin et le soir avant de coucher, le patron venait contrôler que je me lavais bien les pieds, et il fallait que je sois au lit, au plus tard, à minuit. Donc ce sont les histoires, vous voyez, c'est un des rares romans qui décrivent le travail, de façon convaincante, et en même temps avec une dimension fantastique qui le traverse de part en part et qui est complètement lié à l'histoire que traverse l'auteur lui-même, puisque ce garçon ce garçon de café va terminer extrêmement riche et célèbre sans rien perdre de son envie de saucisse chaude du début du roman.
peux dire un mot dessus? Bien sûr, parce que tu le connais aussi. Alors, celui-ci, pour les amateurs de trucs de psychopathe de l'écriture, je vous montre quelque chose. Regardez les pages, vous n'avez pas besoin de les lire. Je pense que ça s'est entendu aussi. Ça s'entend un peu, mais... Oui, vous n'avez pas rêvé, il n'y a pas un saut de paragraphe. C'est un peu du Saramago dans le rythme. C'est... Là, le rythme qui est au début, c'est tout le temps. Et il tient. Il y a un paragraphe. Bon, les 4 sont des livres de psychopathes de l'écriture. Oui, ça c'est... Voilà. Moi, c'est le premier truc quand Laure me l'a passé, j'ai fait « Oh non !» Aussi. Alors moi, je vais rester dans le travail par des auteurs italiens de classiques littéraires. Les Italiens, ils aiment bien travailler sur les classiques. Au moins que tu veuilles faire le... Non, vas-y. Alessandro Baricco, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un auteur hyper médiatique. À mon avis, je crois qu'en Italie, il doit être invité à la télé. Mais c'est aussi un bon écrivain, parce que c'est le paradoxe des Italiens. Ils ont des écrivains qu'ils invitent à la télé et qui sont bons. Et je peux, mais ils en ont. On peut comparer à la France. Voilà. Et Baricco, il écrit des romans hyper sophistiqués, il écrit des romans faciles. Et là, ce livre naît de son envie, de son regret de voir chez les jeunes gens, personne ne s'intéressait à Homère. Il dit Homère, c'est quand même génial. Baricco trouve qu'Homère, c'est génial. L'Iliade, l'Odyssée, c'est quand même des œuvres énormes. Puis il essaie de le lire et puis il se dit non mais ça va pas quand même. Enfin, le style est un peu vieilli, quoi. Mais pourtant c'est bien, mais voilà. Donc Baricco a eu envie de pouvoir faire découvrir l'Iliade, en l'occurrence. Et il a utilisé un procédé littéraire que je trouve assez fou. C'est tout ça expliqué dans sa préface. Hein, il a pris l'Iliade, il s'est dit, bon, je vais pouvoir le lire en public, en entier. Mais je vais jamais réussir à tenir tout le monde pendant 25 heures comme ça, et je vais pouvoir le lire en une soirée. Donc, il a entrepris non pas un procédé de réécriture, mais un procédé d'adaptation. Il a pris les chants de l'Iliade, auquel il a adjoint un chapitre supplémentaire qui raconte l'histoire du cheval de Troie, pour qu'on ait une histoire, un roman d'heroic fantasy complet. Et puis après, il a entrepris de peigner le texte en virant tous les adjectifs homériques. Achille est Achille et non plus le bouillant Achille. Ulysse n'est plus Ulysse, le fils de Laërte, ou le rusé Ulysse, fils de Laërte. Donc il a un peu réduit la périphrase sur les noms. Il a viré les dieux, parce qu'il a fait la découverte que dans l'Iliade, les dieux ne faisaient que répéter ce que faisaient les hommes. Donc il a dit qu'on pouvait comprendre l'histoire sans les dieux, et puis que ça marchait très bien. Et après, il a peut-être fait encore un peu d'autres activités, j'ai pas relu la préface avant de vous le dire, mais globalement, c'est ça. Et après, moi, quand j'ai lu ce livre, d'abord j'ai découvert que moi j'aime bien lire à voix haute, j'ai découvert que c'était super cool. Et ensuite, je me suis dit, il m'a fait découvrir l'Iliade en fait, ce qui est pas mal. Donc je vais vous lire juste un petit extrait un peu moins long pour le De Luca, parce que De Luca ça avait l'avantage de tomber dessus comme ça, mais ça va vous donner une idée du ton. Ah oui, chaque chapitre est raconté du point de vue, et chaque chant est du point de vue d'un personnage, donc commence par le nom du personnage. Là c'est Chryséis. Tout commença par un jour de violence. Il y avait 9 ans que les Achéens assiégeaient Troie. Ils avaient souvent besoin de vivres et d'animaux ou de femmes. Alors ils abandonnaient le siège et se procuraient ce qu'ils voulaient en allant saccager les villes voisines. Ce jour-là, ce fut le tour de Thèbes, ma ville. Ils nous prirent tout et l'emportèrent sur leur navire. Parmi les femmes qu'ils enlevèrent, il y avait moi. J'étais belle. Quand dans leur campement les princes achéens se partagèrent le butin, Agamemnon me vit et me voulut pour lui. Il était le roi des rois et le chef de tous les Achéens. Il m'emmena dans sa tente et dans son lit. Il avait une épouse dans sa patrie, elle s'appelait Clytemnestre. Il l'aimait. Ce jour-là, il me vit et me voulut pour lui. Mais quelques jours plus tard, mon père arriva au camp. Il s'appelait Chrysès, il était prêtre d'Apollon. Il était vieux. Il apporta des présents magnifiques et demanda aux Achéens en échange de me délivrer. Je l'ai dit, c'était un vieil homme et il était prêtre d'Apollon. Tous les princes achéens, après l'avoir vu et écouté, se prononcèrent pour accepter la rançon et honorer le noble personnage qui était venu les supplier. Un seul parmi eux ne se laissa pas subjuguer, Agamemnon. Il se leva et se jeta brutalement sur mon père en lui disant « Disparais, vieillard, et ne te montre plus jamais ici. Ta fille, je ne la délivrerai pas.
Elle vieillira à Argos, dans ma maison, loin de sa patrie, tissant la toile et partageant avec moi le lit. Et maintenant, va-t'en, si tu veux sauver ta peau. » Mon père, épouvanté, obéit. Il s'en alla en silence et disparut là où était le bord de la mer. On aurait dit dans le bruit de la mer. Alors, d'un seul coup, la mort et la douleur tombèrent sur les Achéens. Pendant 9 jours, une multitude de flèches tua des hommes et des animaux, et les bûchers des morts brûlèrent sans répit. Le 10e jour, Achille convoqua l'armée à l'assemblée. Devant tous, il dit « Si les choses continuent ainsi, nous serons contraints pour échapper à la mort de prendre nos navires et de rentrer chez nous. Interrogeons un prophète ou un devin, ou un prêtre qui sache nous expliquer ce qui se passe et nous délivrer de ce fléau. » Alors se leva Calchas, qui était le plus célèbre d'entre les devins. Il savait les choses qui furent, qui sont et qui seront. C'était un homme sage. Il dit « Tu veux savoir la raison de tout ceci, Achille, et je te la dirai. Mais toi, jure que tu me défendras, car ce que je dirai pourra offenser un homme qui a pouvoir sur tous les Achéens, et auquel tous les Achéens obéissent. Je risque ma vie. Toi, jure-moi que tu la défendras. » Si après ça, vous n'avez pas envie de savoir la prophétie et comment il se débrouille après, alors, il y a de la baston, des morts, de la baston, des jolies filles, des adieux familiaux déchirants. Il y a dans chaque chapitre de ce petit auteur d'Heroic Fantasy, il y a de quoi faire 1 ou 2 pièces de théâtre et une série de romans. Enfin, je veux dire, moi j'ai découvert un truc qui m'est, enfin, c'est évident bien sûr, mais ça m'est tombé dessus comme ça, comme une masse sur la tête. Je dis, ah ouais, je comprends pourquoi là, les auteurs classiques ils travaillaient sur les thèmes que lui il a inventés. Voilà. Ou que lui, enfin si lui existe quoi. Voilà, c'est juste, voilà, c'est l'Iliade. Et en plus, vous pouvez pâter vos amis et leur lire des chants de l'Iliade en relativement peu de temps, par le temps qu'ils boivent leur whisky, donc c'est quand même assez cool. Emporter aussi en bateau, hein, ça occupe un certain nombre de soirées de navigation, très élégamment. Oui, mais dans ce cas-là, il faut l'Odyssée. Ah, il a pas fait l'Odyssée en fait, pas que je sache. Maintenant j'ai pas. L'Odyssée c'est plus court déjà. Ouais, c'est possible. Ouais. Je crois qu'il a fait ça pour la radio en fait. Hein. Ouais, je crois qu'il l'a lu en public. Hein. Je crois qu'il a fait son défi, il l'a lu en public. Puis comme c'est l'Italie, il a pu le faire. Je sais pas s'il l'a lu dans un stade ou un truc comme ça. Et puis, mais non, mais ce type est magnifique. Bah, moi, Baricot, voilà, foncer dans un plan comme ça, c'est quand même extraordinaire. Et puis. Oh, puis réellement, puis il y a vraiment de la baston, quoi, ça dépote. Et des morts. Et des morts. Plein. Alors, moi j'ai choisi le Marquis de Bolibar de Léo Péroutz. Et je suis un peu embêtée parce que ce livre existe dans ma mémoire et il est important pour moi, mais il existe dans une brume en fait, parce que c'est ce livre de Léo Péroutz, mais tous les livres de Léo Péroutz sont surtout d'excellentes aides de jeu pour rôlistes. Celui-ci se passe dans la vieille Europe, cet endroit fantastique où vous avez des soldats en uniforme qui caracolent avec des bannières colorées dans des châteaux inspiré des châteaux de Louis II de Bavière et que Maurice Pons a aussi exploré dans Rosa et un certain nombre d'autres. Grac dans le rivage des Syrtes, voilà. Les Rémy dans les Soldats de la mer, c'est le même univers en fait. Et c'est un univers fantastique pour faire des parties de jeux de rôle. Et Léo Péroutz c'est un scénariste exceptionnel, donc du coup, le Marquis de Bolibar est recommandé essentiellement aux rôlistes. Je ne sais pas s'il faut lire le début parce que, en fait, je me souviens de ce qu'on a joué. Donc c'est difficile. Non, on n'a pas de joué vous le Marquis de Bolibar. Si. Non, c'est le Cavalier suédois là qui m'a fait jouer. Oui aussi, mais donc si je vous lis le début, vous allez peut-être pas savourer autant que je l'aimerais. Mais bon, quand même, la promenade matinale. Vers 8h dans la matinée, nous aperçûmes enfin les 2 clochers tout blancs de la cité de la Bisbal. Nous étions trempés jusqu'aux os, moi, mes 15 dragons et l'adjudant-major du régiment, le capitaine Eglofstein, qui nous avait suivis pour négocier avec l'Alcade. La veille, notre régiment avait dû soutenir un violent combat avec les guérillas et leur colonel Saracho, que nos gens, je ne sais pour quelle raison, appelaient la faux satanée, peut-être à cause de sa figure au trait grossier. Dans la soirée, nous avions réussi à tailler les rebelles en pièces, à les faire refluer dans leur forêt, et nous avions failli nous emparer dans la faux satanée, à qui sa goutte imposait une allure particulièrement lente.
Nous avions dû installer notre bivouac en plein champ, au grand ennui de mes dragons qui se plaignaient amèrement de ne pas avoir, après une journée pareille, de la paille sèche pour passer la nuit. En manière de plaisanterie, je leur promis à tous qu'une fois à la Bisbal, ils auraient des lits à plumes et des rideaux de soie. Cela les mit en joie. En ce qui me concerne, je passai une partie de la nuit avec Eglofstein et Donop sous la tente du colonel. Nous bûmes du vin chaud et jouâmes au pharaon pour le distraire. Mais il n'arrêtait pas de nous parler de sa défunte femme. Nous dûmes laisser les cartes et l'écouter. Il nous était difficile de ne pas nous trahir, car dans tout le régiment de Nassau, il n'y avait pas un officier qui n'ait été plus ou moins longtemps l'amant de Françoise Marie. Le matin à 5 heures, je me mis en route avec Eglofstein et mes dragons. « Prenez garde aux guérillas !» me cria le colonel. Ce service faisait partie de ce qu'on appelait les missions de fatigue, mais comme j'étais le plus jeune officier du régiment, je devais chercher les occasions de me distinguer. La route était libre, et les insurgés nous laissèrent tranquilles. Nous trouvâmes sur le chemin les cadavres de 2 mulets. Près du petit village de Figuera, nous vîmes 2 Espagnols morts qui s'étaient traînés jusque-là. L'un d'eux appartenait à la bande de Saracho, l'autre portait l'uniforme du régiment de Numancia, et tous les 2 avaient sans doute recherché l'abri du village et de l'obscurité lorsque la mort était venue leur barrer la route. Nous trouvâmes le village de Figuera complètement désert. Les paysans, avec leurs troupeaux de moutons, avaient gagné la montagne. Dans le cabaret, cependant, derrière le village, se tenaient 3 ou 4 Espagnols, des isolés de la bande de la faux satanée, qui, à notre approche, décampèrent en vitesse. Arrivés à la lisière de la forêt, ils nous lancèrent comme des possédés leurs cris « Muerte a los franceses !» mais sans tirer un seul coup de fusil. L'un de mes dragons, le caporal Thiel, leur cria « Dans la vie éternelle, amen, tas de bouc !» car il croyait, Dieu seul sait pourquoi, que les mots « Muerte a los franceses » signifiaient en français « Que notre Seigneur Jésus soit loué ». En arrivant à la Bisbal, nous trouvâmes l'alcade qui nous attendait avec toute la junte et quelques bourgeois devant la porte de la ville. Comme nous mettions pied à terre, il vint à notre rencontre et nous souhaita la bienvenue avec les paroles de circonstance en pareille occasion. La ville était bien disposée pour les Français, dit-il, car les guérillas du colonel Saracho avaient causé aux habitants de graves dommages, allumé partout des incendies et emporté les animaux des paysans. Un très petit nombre de personnes mal intentionnées avaient réussi à se fixer dans la ville. Il nous pria d'épargner la ville, car lui et ses compatriotes avaient le vif désir de s'employer de leur mieux à satisfaire les braves soldats du grand Napoléon. Alors là, je vous ai lu 7 paragraphes, et il y a 7 scènes magnifiques pour maître de jeu paresseux. Et voilà, et en plus, derrière, un scénario tout à fait intéressant. Alors, qui un scénario permet diabolique. Voilà, alors évidemment, chez Léo Perrout, le diable n'est jamais très loin. Alors, celui-là, moi, de tous les Perroutes qu'on a joué ou lu, parce que j'ai un peu mélangé, c'est celui avec l'histoire la plus... c'est une histoire qui fait... Puis à la fin, les gens meurent. Spoiler! Non, c'est annoncé, c'est... Et... Non ? Si, c'est vraiment une très jolie mécanique et très efficace pour... Perrault, c'est vraiment le roi d'une forme de fantastique européen classique, mais classique vraiment dans le bon sens du terme. Et, enfin, moi, tous ceux qu'on a découverts ensemble, ils sont tous recommandables. Hein. Celui-ci, moi, c'est mon préféré, celui-là, quand même. Mais ils sont tous tout à fait recommandables. Voilà, on en a présenté 4. Ouais. Est-ce que vous voulez enchaîner ou est-ce qu'on fait une petite pause? Enchaîner, je pense, c'est boire après. Ok, c'est parti. On enchaîne. Ok, alors on va un peu changer d'univers. Donc, maintenant, moi, je vais vous parler un peu de ça. Donc, le côté historique. Léo Mallet, Les Nouveaux Mystères de Paris sont des romans policiers. C'est j'en présente pas un en particulier, c'est vraiment la série des Nouveaux Mystères de Paris, qui sont au nombre d'une trentaine de romans mettant en scène le détective Nestor Burma, adapté pour France 2. Et par Tardy. Mais avant ça, il y a les romans de Léo Mallet, écrits entre 1942 et les années 60, qui, moi, sont les romans qui m'ont fait découvrir Paris, en fait. J'ai connu Paris d'abord là-dedans, puis ensuite, en vrai, j'étais un peu déçu de découvrir que c'était pas exactement pareil. Et
Alors, si vous savez pas bien qui est Léo Mallet, en fait, Léo Mallet, c'est un ancien nanar, un type qui a monté de la région de Montpellier, qui est venu s'installer à Paris dans les années 20, qui a fréquenté les surréalistes, qui a écrit de la poésie, qui a composé des chansons, qui a été chansonnier, qui a fait un peu de cinéma, qui a fait un peu de télé, qui a traîné dans pas mal de milieux, qui a commencé à écrire des espèces de romans à l'américaine, quoi, des trucs hard-boiled qui se passaient aux États-Unis avec un personnage qui s'appelle Johnny. Et il y a une série de Johnny Metal, je crois, de lui. Et à un moment, il a eu une trouvaille fantastique. Il a créé le détective hard-boiled français. Et le détective hard-boiled français, non seulement il picole au rouge et au pastis ou au whisky, enfin, Torberma boit beaucoup de whisky, mais il est quand même très français. Ensuite, il cite Baudelaire. Et enfin, il y a vraiment un caractère profondément... le détective français, il a des lectures. Voilà. Donc Nestor Burma, c'est un détective privé. Il habite, ses bureaux sont rue des Petits Champs. Il dirige l'agence Fiat Lux. Il est l'homme qui met le mystère KO. Et parce que de temps en temps, il cogne. Il est de... tous les plans foireux, il fume une pipe à tête de taureau, parce qu'il a une pipe avec des cornes comme ça. Il a son galure vissé sur le cassis. Il fréquente... il est assisté par sa secrétaire, la fidèle Hélène Châtelain, qui est super mignonne et avec qui il ne couche pas. Mais par contre, des fois, quand les clientes comme ça... Enfin, même, c'est pas un tombeur, hein, ça lui arrive. Si une jolie femme lui demande quelque chose, il sait absolument pas dire non. Avec Nestor Burma, Léo Mallet a entrepris un jeu littéraire assez rigolo qui a consisté à tenter d'écrire un roman policier par arrondissement. Donc il n'a pas réussi, il est mort avant d'avoir terminé, il en a écrit 15. Mais ça en fait quand même une petite série. Puis il y a ensuite toute une série de romans de Nestor Burma qui ne se passent pas dans un arrondissement en particulier. Les tout premiers, ceux qui se passent pendant la Seconde Guerre mondiale, et puis les tout derniers, dont un assez chouette que j'aime bien qui se passe à Montpellier. Nestor Burma, moi je l'ai rencontré quand j'avais 17 ans, et ça a été une révélation pour moi. Révélation pour le style, parce que Léo Mallet écrit du roman policier, du roman de série, du roman de gare, mais il écrit bien. Il écrit avec un style qui est unique sur les histoires de Nestor Burma, en tout cas qui est un mélange d'argot parisien des années 50 et de beaux styles français. J'essaierai de vous faire sentir ça, c'est pas évident, faut l'avoir sur la longueur comme ça. Les intrigues tiennent ce qu'elles tiennent, c'est-à-dire que c'était assez clair que l'auteur les écrivait au fur et à mesure et puis devait vers le chapitre 12 se dire comment il allait boucler le truc, alors il revenait des fois en arrière pour retricoter le truc. Bon, globalement ça tient la route, hein. C'est pas, les intrigues sont tout à fait respectables, c'est pas des histoires extraordinaires, c'est pas des meurtres en chambre close, c'est plutôt des histoires qui se terminent de manière sordide où on découvre que le beau-père est en fait celui qui a tenté de faire assassiner l'amant de sa belle-fille pour toucher l'héritage et tout ça quand il se tapait pas la belle-fille en question. Voilà, c'est souvent des histoires un peu glauques comme ça. Et moi, ce qui m'a beaucoup... Là où Nestor Burma a compté pour moi quand j'avais 17 ans, c'est que c'est un type qui, d'abord, voit le monde absolument en noir. Généralement, les choses se passent souvent mal dans ces histoires. Et ça se termine avec lui qui part sous la pluie en laissant 5 ou 6 cadavres dans un appartement du 6e, comme ça, avec les trous tout fumants, puis qui voit la police arriver, qui dit qu'il va encore falloir qu'il s'explique avec la police. Je peux tout expliquer. Oui, vous allez trouver mon arme là-bas, mais écoutez, je connais le commissaire Farou de la Tour Pointue et il me croira. Généralement, heureusement, le commissaire le croit, sinon il n'y aurait pas d'aventure suivante. Et donc, c'est vraiment des histoires assez dures. Et en même temps, il y a quelque chose chez Nestor Burma, il y a une espèce de, je sais pas comment dire, de résilience. C'est un mot à la mode comme ça. Mais en gros, dans une bonne histoire de Nestor Burma, il y a un moment où l'auteur joue avec. Il y a un moment où Nestor Burma va rendre visiter quelqu'un, puis il arrive sur le palier, vous savez, d'un immeuble haussmannien comme ça, et puis ces immeubles haussmanniens, avant qu'on refasse les appartements pour les bobos parisiens, hein. C'est le moment où les toilettes étaient sur le palier et où ça sentait pas toujours très bon, et justement, ça sent pas hyper bon, et il va toquer, il toque, et la porte s'entrouvre, et là, il se dit, gaffe Nestor. Parce que quand Nestor fait ça, quand la porte s'entrouvre devant lui, c'est qu'il y a probablement un cadavre derrière, et ce sera le premier du roman, et il y en aura peut-être un deuxième, et à un moment, il appelle le secrétaire, il dit 4. Oh, 4, et qui est le suivant ?
Vous savez, c'est le gars, là, l'espèce de forain, voilà, celui qu'on a croisé au chapitre 2. Et voilà, donc, et ensuite, généralement, il y a ce moment où Nestor entre le cadavre, et là, il se dit, j'aurais dû regarder derrière la porte. Il se prend un gros coup sur la tête, il se réveille comme ça, et il se réveille, il est enchaîné par des menottes au cadavre, il est nu, et là, il va falloir qu'il se sorte de là avant que la police arrive, et avant que de devoir fournir des explications embarrassantes. Voilà, donc et pourtant, donc, malgré les coups sur le crâne, malgré les bitures, malgré la collection de cadavres, il y a quelque chose dans l'histoire Boma qui continue. Et moi, c'est quelque chose, quand j'ai eu 17-18 ans, j'étais vraiment content d'avoir un copain comme ça. Un type qui a pas d'illusion sur le monde, mais qui à un moment va se relever et va continuer. Et puis, voilà, puis va citer 3 vers de Baudelaire, ou aller bouquiner à un moment, ou... et voilà, et continuer à vivre. Et Nestor Burma, ça a vraiment été un grand copain pour moi pour les jours où j'étais très très triste. Donc je vous recommande, ne serait-ce que pour ça, si vous avez besoin d'un ami qui s'en prend plein la gueule, il y a Monsieur Burma. J'ai entrepris de les relire récemment. Alors ça, on sait toujours que c'est dangereux de refaire relire ces lectures d'adolescence, parce que c'est des lectures qui vous ont fondé. Tout ce que je vous ai dit est vrai. Je veux dire, ça c'est ce que je voudrais pu vous dire avant de les relire. Et tout ce que je dis est vrai, c'est vraiment bien écrit, c'est vraiment ce que j'ai raconté. Maintenant, il y a 2 choses qui m'ont frappé à la relecture, enfin ça, Laure pourra confirmer. C'est, d'abord, c'est quand même, je veux dire, Monsieur Burma, Monsieur Nestor, c'est un homme, quoi. Et puis les femmes, c'est des jolis pépés, quoi. Vous voyez ? Enfin, comment dire ? C'est un homme de son temps, quoi. Voilà. Ensuite, en fait, j'étais persuadé que, dans mes souvenirs de lecture, qu'on voyait pas la guerre d'Algérie dedans. Et c'est absolument pas vrai. Il y a plein d'histoires, en fait, où il est question de terroristes du FLN, des quartiers arabes de Paris, de tout ça. Le personnage, l'auteur lui-même était assez raciste. Je pense que là, pareil, il l'est pas particulièrement, je pense que c'est une marque du temps, mais faut pas être... Sinon, vous pourriez avoir une surprise désagréable en lisant. Je veux dire, les Arabes, c'est les Arbis, c'est les Bicots, quoi. Et là, c'est pas non plus du tout le sujet principal du livre. J'étais persuadé que ça passait, qu'en fait... moi, je l'ai pas vu quand j'étais ado, mais maintenant, je l'ai vu. Et voilà, donc c'est des livres de leur temps. L'auteur a terminé sa vie en disant des saletés et en étant vraiment pas très sympathique. Je suis pas sûr que son personnage se serait reconnu en lui, parce que le personnage et l'auteur sont assez proches en fait. Nestor Burma a le même passé que Léo Mallet, même si lui, l'un est devenu écrivain et l'autre détective privé. Voilà, le personnage est peut-être plus généreux que ça, parce que c'est quand même un brave type et un type sympa. Mais voilà, ça c'est un point aussi important. Est-ce que j'ai oublié de dire quelque chose que je t'ai déjà dit sur... Non ? Vous voulez lire dans l'ordre ? Non, ça n'a aucune importance. Au contraire, c'est plutôt sympa quand tu connais pas un conte Paris, d'en lire un comme ça, Ouais, tout à fait. et d'aller te balader dans les rues derrière. Nous, on Elles a... ont pu changer en 5 ans. En fait, oui, parce que Brouillard au Pont-Tolbiac. Ah, Brouillard au Pont-Tolbiac, il n'y a plus rien. Ah, mais Brouillard au Pont-Tolbiac, c'est assez fou parce que c'est un roman qui se passe effectivement dans un coin qui n'existe absolument plus. C'est-à-dire, c'est Bercy, c'est les quais de Bercy et tout ça, il n'y a absolument plus rien. Par contre, on a lu. Nous, on a commencé à les relire parce qu'on habitait un moment dans le 14e. Voilà. Et on a lu Les Rats de Montsouris. Alors, oui, c'est à la fois tout à fait vrai sur la disposition des lieux et complètement faux sur la sociologie du quartier. Je veux dire, le 14e où on habitait, nous, c'était un coin en voie de bobolisation. À l'époque de Léo Mallet, c'était un quartier pourri, quoi. C'était un quartier de baraques branlantes, à moitié effondré, un quartier où il y avait plein d'Arabes. Je vais vous lire un petit morceau des Rats de Montsouris. Ça commence, je vous situe l'endroit. Alors, Les Rats de Montsouris est un des bons. Nestor Burma, s'il y a des gens curieux après pour me dire lesquels tu recommandes, ils sont pas tous également bien. Il y en a qui sont vraiment bien et d'autres qui sont moins bien.
Mais il y en a qui sont vraiment très 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 bons, des romans, vraiment super. Les Rats de Montsouris fait partie des bons. La Fouine. C'était une de ces chaudes nuits d'été trop rares. Une de ces nuits comme je les aime, étouffantes et sèches, sans une once de brise, sans même la perspective d'un orage fallacieusement rafraîchissant. Il en faisait un plat, comme on dit, ou un bol, au gré des préférences vaisselières. Le mercure montait à la tête de tous les thermomètres et le drap le plus fin devait peser 1 tonne. Une torpeur moite enveloppait la rue du Cange. En général, la température alimente les conversations. Pour le quart d'heure, elle ne les favorisait guère. Aucune concierge de ce quartier populeux ne tenait de conférence de presse sur le pas de sa porte. Par les fenêtres d'un hôtel minable ouvertes sur des chambres obscures, on entendait de pauvres bougres livrés tout crus aux punaises s'agiter en lutte stérile sur des sommiers grinçants. Se frayant péniblement un chemin à travers l'épaisse atmosphère cotonneuse, le roulement d'un train de Montparnasse, cahotant à l'aiguillage sur la voie proche, me parvint. Aucun autre bruit ne troublait la gluante paix nocturne. Le vacarme du train s'estompa dans la distance, ne fut plus bientôt qu'un murmure et mourut sur un bref et lointain coup de sifflet. Le convoi chargé de vacanciers béats filait vers la Bretagne et la mer aux senteurs iodées. Plus près de moi, une bouche d'égout exhalait un relent fétide. Je débouchais dans la rue du Moulin de la Vierge. Au croisement de celle-ci et de la rue de l'Ouest, je ne rencontrais ni moulin, ni vierge, mais simplement un abo safrané qui devait venir de l'Est. Il sortait du bistrot où ce soir-là m'appelait plus ou moins l'exercice de ma profession. Souple et furtif, glissant sur des semelles de feutre, il se fondit dans la nuit en direction de la rue Raymond-Losserand, ex-rue de Vanves. J'entrai dans la lumière jaune du bistrot. Il régnait en ce lieu le même calme accablant et irréel qu'à l'extérieur. On se serait cru dans un de ces clubs anglo-saxons dont j'ai entendu parler, et où, paraît-il, le silence est de rigueur. Ça ressemblait effectivement à quelque chose de ce genre, mais en moins propre et en moins peuplé. Le plafond bas offrait au regard un culottage aussi distingué que celui de ma pipe, et de même origine, et le texte des affiches publicitaires fixées au mur disparaissait sous les profanations des mouches. Derrière le comptoir, sur le zinc fendillé où les pieds des verres avaient laissé des traces violâtres et circulaires, un costaud mou en maillot de corps, vraisemblablement le patron de ce palace, rinçait mélancoliquement la verrerie, autant dans la flotte suspecte du bac de plonge que dans la sueur qui lui dégoulinait des bras et du visage. La scène d'intro de ça, je vous la lis pas, elle est assez longue. Le premier chapitre est un bijou. Ça va, il va faire chaud. Et il va y avoir une espèce d'histoire et de gens qui vont se faire des allusions qu'ils vont pas comprendre. Et ça se terminera bien sûr par un hurlement dans la nuit et un coup de flingue. Voilà. 2-3 choses sur l'écriture de Léo Mallet. Alors moi, c'est une écriture qui m'a beaucoup marqué. On est dans un que je vous ai dit, on est dans un français classique. On est vite aussi Léo Mallet. La lecture à voix haute, elle m'a beaucoup aidé à voir ça. Rentre souvent dans des jeux d'assonance, dans des jeux d'écho d'images, dans des choses comme ça. C'est souvent plus sophistiqué que ça en a l'air. Il y a un côté un peu je me donne pas d'air, mais en fait je fais du joli boulot. C'est parfois bavard et pas bien vu, c'est parfois plein de dialogues super bien envoyés, ça dépend suivant l'inspiration de l'auteur. Et il n'y a pas de bon Nestor Burma sans une scène surréaliste. Dans tout Nestor Burma, il y a un moment où il rêve, où il voit des choses bizarres comme ça, où il se fait des idées, ou tout ça. Alors on n'est pas dans le n'importe quoi façon Fred Vargas. On est dans un Paris qui est tout aussi de rêve, mais qui à mon avis a vraiment existé, contrairement à celui de Vargas. Et Nestor Burma fait vraiment une enquête et puis finit généralement vraiment pour de bonnes raisons par comprendre à peu près qui a tué qui et pourquoi, même si généralement la personne qui vient de tuer vient de se faire descendre par un autre et que ça se termine et que les flics arrivent. Voilà, mais moi ça a été une révélation pour moi de découvrir qu'on pouvait écrire comme ça, qu'on pouvait être à la fois qu'on pouvait à la fois être familier et en même temps être dans une langue très classique et être dans voilà, enfin j'ai beaucoup rêvé d'être Nestor Burma. J'avais l'imperméable à un moment donné. Ouais, voilà, à un moment si j'ai porté un impair pour être comme Nestor Burma, je porte un chapeau parce que Nestor Burma porte un chapeau. Et la pipe à tête Non. de taureau. Mais, si jamais je fumerais une pipe à tête de taureau. Voilà. Il y a autre chose à dire parce que tu les as bien suivis avec moi. Non, c'est bien. À lire dans l'ordre des arrondissements qu'on aime. Il y en a un qui est vraiment très mauvais qu'on est en train de lire là.
celui du 16e. Ah oui. Les autres pour le Javel. Il n'y a rien à faire et rien à dire sur le 16e, donc ça se traîne. Donc, Brouillard au pont de Tolbiac, qui est très connu parce que ça a été le premier adapté par Tardy, est très intéressant parce que c'est le livre des souvenirs d'enfance de l'auteur, des souvenirs de jeunesse de l'auteur, et je trouve qu'il tient pas la route. Le roman marche pas. Moi, en relisant, j'ai trouvé qu'il se traînait, qu'il partait par beaucoup de chemins de vadrouille, parce que c'est assez clair que l'auteur a écrit au rythme de ses souvenirs et au rythme de choses comme ça. C'est intéressant, c'est touchant, mais je trouve que le roman prend pas. Enfin, mais ça, c'est un sentiment à la relecture. Par contre, des kilomètres de linceul, l'histoire qui se passe dans le 2e avec des juifs vendeurs de tissus du 2e arrondissement, celui-là, il est incroyable. C'est deuxième, ouais, c'est l'histoire qui se passe dans le sentier, il y a des histoires, des souvenirs de l'occupation, une femme au visage à moitié brûlé, anciennes déportées de Ravensbrück, des trucs, des haines recuites sorties des années 30, puis une bonne quantité de cadavres. Donc c'est un bon. Ah ouais, c'est un bon cru celui-là. Moi j'aime vraiment beaucoup. J'ai trouvé, puis la fin est très très poignante. Voilà. Marguerite Yourcenar, Les Mémoires d'Adrien, ça fait partie de. Enfin, je sais pas, avec le Rivage des Sirtes, c'est 2 bouquins dans lesquels il y a des citations qui sont extrêmement connues, donc c'est difficile pour moi de le présenter, mais je l'ai choisi parce que il y a le texte de Marguerite Yourcenar qui est fantastique, et il y a aussi le carnet de notes de l'écriture des Mémoires d'Adrien, qui pour moi est toujours super intéressant parce que c'est la relation rêvée d'un auteur avec son personnage. Je pense que c'est la construction de la plupart des livres de Yourcenar, qui suppose ce compagnonnage très long et à la fois douloureux et érotique avec ses personnages. Bon. Et puis qui partage avec le Rivage des Sirtes le fait que sa langue est un poison, ce qui est toujours agréable. Alors vous connaissez certainement la phrase de fin des Mémoires d'Adrien. Celle du début aussi. Je commence un peu après le début. Peu à peu, cette lettre commencée pour t'informer des progrès de mon mal est devenue le délassement d'un homme qui n'a plus l'énergie nécessaire pour s'appliquer longuement aux affaires d'État. La méditation écrite d'un malade qui donne audience à ses souvenirs. Je me propose maintenant davantage. J'ai formé le projet de te raconter ma vie. À coup sûr, j'ai composé l'an dernier un compte-rendu officiel de mes actes, en tête duquel mon secrétaire Flégon a mis son nom. J'y ai menti le moins possible. L'intérêt public et la décence m'ont forcé néanmoins à réarranger certains faits. La vérité que j'entends exposer ici n'est pas particulièrement scandaleuse, ou ne l'est qu'au degré où toute vérité fait scandale. Je ne m'attends pas à ce que tes 17 ans y comprennent quelque chose. Je tiens pourtant à t'instruire, à te choquer aussi. Tes précepteurs, que j'ai choisis moi-même, t'ont donné cette éducation sévère, surveillée, trop protégée peut-être, dont j'espère somme toute un grand bien pour toi-même et pour l'État. Je t'offre ici comme correctif un récit dépourvu d'idées préconçues et de principes abstraits, tirés de l'expérience d'un seul homme qui est moi-même. J'ignore à quelle conclusion ce récit m'entraînera. Je compte sur cet examen des faits pour me définir, me juger peut-être, ou tout au moins pour me mieux connaître avant de mourir. Comme tout le monde, je n'ai à mon service que 3 moyens d'évaluer l'existence humaine. L'étude de soi, la plus difficile et la plus dangereuse, mais aussi la plus féconde des méthodes. L'observation des hommes qui s'arrangent le plus souvent pour nous cacher leurs secrets ou pour nous faire croire qu'ils en ont. Les livres, avec les erreurs particulières de perspective qui naissent entre leurs lignes. J'ai lu à peu près tout ce que nos historiens, nos poètes et même nos conteurs ont écrit, bien que ces derniers soient réputés frivoles, et je leur dois peut-être plus d'informations que je n'en ai recueillies dans les situations assez variées de ma propre vie. La lettre écrite m'a enseigné à écouter la voix humaine, tout comme les grandes attitudes immobiles des statues m'ont appris à apprécier les gestes. Par contre, et dans la suite, la vie m'a éclairci les livres. Mais ceux-ci mentent, et même les plus sincères. Les moins habiles, faute de mots et de phrases où ils la pourraient enfermer, retiennent de la vie une image plate et pauvre.
telles, comme Lucain, l'alourdissent et l'encombrent d'une solennité qu'elle n'a pas. D'autres, au contraire, comme Pétrone, l'allègent, font d'elle une balle bondissante et creuse, facile à recevoir et à lancer dans un univers sans poids. Les poètes nous transportent dans un monde plus vaste ou plus beau, plus ardent ou plus doux que celui qui nous est donné, différent par là même et en pratique presque inhabitable. Les philosophes font subir à la réalité, pour pouvoir l'étudier pure, à peu près les mêmes transformations que le feu ou le pilon font subir au corps. Rien d'un être ou d'un fait, tel que nous l'avons connu, ne paraît subsister dans ces cristaux ou dans cette cendre. Les historiens nous proposent du passé des systèmes trop complets, des séries de causes et d'effets trop exactes et trop claires, pour avoir jamais été entièrement vrais. Ils réarrangent cette docile matière morte, et je sais que même à Plutarque échappera toujours Alexandre. Les conteurs, les auteurs de fables milésiennes ne font guère comme des bouchers que d'apprendre à l'étal de petits morceaux de viande appréciés des mouches. Je m'accommoderais fort mal d'un monde sans livres, mais la réalité n'est pas là, parce qu'elle n'y tient pas tout entière. Alors moi aussi, c'est ma lecture de 17 ans, forcément. Et je pense que le mémoire d'Adrien et le rivage des Syrtes sont importants pour moi parce qu'il parle de la littérature tout simplement et de sa recherche de vérité. On est allé à Rome sur le site de la Villa Adriana, Très bien. à Tivoli, où on peut encore voir le cabinet de travail d'Adrien. La mosaïque qui est sur la couverture là, en fait, est très bien choisie parce que c'est une mosaïque extraite de la Villa Adriana qui est une œuvre d'une finesse incroyable. Et Le bureau d'Adrien est sur une petite île coupée du monde et en même temps très proche puisqu'elle est coupée par des ponts qui font quelques c'est une mètres. petite île artificielle toute ronde qui fait une dizaine de mètres de là, avec des colonnes très fines. Ce qu'on fait avec les livres, voyager, aller visiter la Villa Adriana. Quand on va un peu sans travaux. Mon travaux. Ah merde. C'est un obsédé. Juste les faire. Alors, on va aller de l'autre côté du mur d'Adrien. Le dernier livre que je vous présente ce soir, je l'ai pris en dernier parce que Bran McMahon, Robert Howard. Parce que là, j'ai une relation forte avec Léo Mallet, j'en ai une avec Nestor Burma surtout, et puis j'en ai une encore plus forte avec Robert Howard. Donc, quand j'avais 17 ans, je lisais de l'Heroic Fantasy, des cycles de préférence, parce que c'était un peu à la mode, et je lisais tout ce qui était recommandé par Gary Gygax à la fin du guide du maître de Donjons et Dragons. Et vous rigolez, mais On l'a tous fait. Fafard et le souricier gris, Jack Vance, Poul Anderson et Robert Howard. Alors, c'était publié chez J'ai lu. De Howard, on trouvait à l'époque surtout chez J'ai lu, sous les couvertures de Frazetta, les histoires de Conan le Barbare. Donc, j'avais vaguement entendu parler de Conan le Barbare, je connaissais ni le film ni la BD. Je commençais à lire ça, c'est des histoires d'aventure avec un type qui... Alors là, il y a des morts, il y a de la baston, il y a des fois des demoiselles en détresse, il y a des monstres affreux dans des souterrains où l'homme n'aurait jamais dû mettre le pied. Et Conan dit si ça saigne, c'est que c'est mortel. Et quand il y a vraiment un truc très 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 surnaturel, il sent un petit peu ses poils de sa nuque se hérisser. Et à la fin, généralement, la cité perdue dans la jungle s'effondre. Alors là, j'ai compris plusieurs trucs. D'abord, qu'il fallait faire gaffe au nom de l'auteur, parce que les éditions J'ai lu à l'époque avaient déjà commencé à séparer, mettre dans la liste des nouvelles celles écrites par Robert Howard et celles qui avaient été écrites ou complétées par Sprague de Camp. Et là, chose incroyable, pour moi, une révélation de lecteur. Il y en avait qui étaient bonnes et d'autres qui n'étaient pas bonnes. Devinez lesquelles. Voilà. Toutes celles de Sprague de Camp étaient en fait pas bien. Et toutes celles complétées par Sprague de Camp étaient moins bien. Et toutes celles où il y avait écrit Robert Howard étaient bien. Pas exactement toutes, mais disons que c'était un vrai gage de qualité. Et ensuite, donc déjà, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, qui croient connaître Conan, il faut le lire parce qu'en fait c'est vachement bien. Et ensuite, mon papa avait dans sa collection, mon papa collectionnait les Néo. Et François Truchot avait commencé dans les éditions Néo à traduire Robert Howard, mais pas Conan. Et mon papa avait un bouquin qui s'appelait Bran McMahon. Et
là, j'ai lu, tiens, c'est le même mec que Conan le Barbare. Et là, j'ai lu ça et je me suis pris une claque énorme. Parce que là, j'ai tombé sur autre chose. Mais d'abord, j'ai découvert que Robert Howard n'était pas simplement un auteur d'heroic fantasy, que c'était un Texan, un Américain des années 30, qui était mort à 30 ans et qui avait écrit comme un furieux pendant toute sa vie, qui écrivait pour les pulps et qui avait écrit en fait bien plus que ce qui avait été publié. Les préfaces de Truchot m'ont donné un peu à voir ce type qui vivait dans la chambre, la petite chambre chez ses parents. Son papa était médecin dans une petite ville vraiment perdue. Et qui passait toutes ses journées à massacrer sa machine à écrire, blablabla, comme ça toute la journée, en déclamant ses textes à voix haute. Les voisins se plaignaient. Voilà. Et qui était aussi un lecteur de livres d'histoire. Et un lecteur vraiment passionné d'histoire. Et moi, en fait, j'étais passionné d'histoire aussi à ce moment-là, et je me suis dit, mais en fait, on pourrait se ressembler, lui et moi. Et là, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé qui était vraiment de l'ordre d'une rencontre. Et je vais vous parler un peu plus précisément de celui-là, parce que je pense que de tout ce que Howard a écrit beaucoup de choses, il a écrit beaucoup de choses bien. Il a écrit aussi beaucoup de déchets, parce il écrivait pour vivre, donc quand il avait un filon, que ça rapportait de l'argent, vous voulez encore une histoire de Conan avec une fille à poil pour faire la couverture? Ok, je vous fais une histoire de Conan avec une fille à poil pour faire la couverture, et à la fin le monstre il meurt. Voilà, donc il en a fait un certain nombre, et c'est pas ce qu'il a fait de mieux, mais il a aussi cherché, parce qu'il cherchait, c'était un vrai écrivain, c'était quelqu'un qui cherchait à exprimer quelque chose par la poésie, par ses récits. Et Howard a rêvé sur une chose qui a rêvé sans doute sur des cartes de l'Antiquité et des cartes de l'Empire romain. Et au-delà du mur d'Adrien, il a dû voir écrit Picti. Les Pictes. Que sait-on des Pictes? Rien. Enfin, pas grand-chose. C'était un peuple qui vivait en Écosse, au-delà, là où les Romains n'étaient pas allés. Et pour Howard, ça voulait dire quelque chose. Parce que ça voulait dire que si les Romains avaient essayé d'aller là-bas, ça veut dire qu'ils s'étaient pris une tatane. C'était les types qui avaient tenu les Romains. Et ça, déjà, c'est pas mal. C'était des sauvages, des mecs avec des lances, avec des pointes en pierre, ils avaient tenu les Romains. Voilà, Howard n'aimait pas les Romains, contrairement à Marguerite Yourcenar. Et il voyait dans les Romains, en fait, la force, une espèce de force unificatrice. Quelque chose qui met tout en ordre, un monde oppressant. Et Howard, en fait, a rêvé sur les Pictes et a eu l'idée, c'est son premier personnage vraiment ancré dans son imaginaire, dont on sait parce que on le sait par ses lettres et on sait par les manuscrits qu'on a retrouvés. Il imagine les Pictes comme une espèce de peuple très sauvage, très comme ça, de gens un peu trapus comme ça, tout rabougris, noir de peau en Écosse, et, enfin sombre en tout cas. Vivant dans des sombres marécages, dans des tourbières, dans des huttes comme ça. Et il imagine qu'à l'époque des Romains, ils avaient un roi qui s'appelait Bran MacMorn. Et Bran MacMorn, c'était le seul qui n'était pas dégénéré. Parce qu'il imagine que les Pictes venaient en fait d'un peuple beaucoup plus ancien que bien sûr que notre Antiquité, plus ancien que l'Atlantide, plus ancien que la Lémurie. Comme ça, venant d'au-delà du temps, qu'ils avaient eu leur empire, qu'ils avaient eu leur gloire il y a longtemps. Et que Bran MacMorn était leur dernier grand roi et que ce serait le dernier. Et Bran MacMorn, c'est pas Elric, hein. C'est juste un type digne qui règne sur un peuple de sauvages et qui fait son boulot droit, c'est-à-dire empêcher les Romains de l'envahir. Le recueil Bran MacMorn contient à peu près toutes les histoires de Howard qui parlent de Bran MacMorn. J'ai relu récemment dans la traduction de Truchot, pas celle de Patrice Louinet qui est celle-ci. Howard est un auteur qui a été redécouvert avec des éditions savantes. Ça, c'est les éditions de Bragelonne, en fait, sont des traductions des éditions publiées par Wandering Star aux États-Unis, qui sont des éditions rétablies d'après les manuscrits d'origine, blablabla. C'est du très bon travail, hein, c'est vraiment remarquable. Les préfaces, les postfaces érudites sont très bien. Maintenant, c'est un peu surprenant parce que c'est de la littérature de pulp, quoi. C'est pas... Oui, c'est de la littérature, oui, c'est vrai, mais avant tout, c'est du récit d'aventure, c'est du récit... Faut que ça bouge, faut que ça avance, faut qu'il se passe quelque chose, et chez Howard, il se passe toujours quelque chose. Alors, je vais essayer de vous lire le début d'un texte que j'ai lu que j'aime vraiment beaucoup, qui s'appelle Les Vers de la Terre. Bien sûr, je ne connais pas cette édition, donc je ne sais pas où il est. Il doit y avoir...
Les vers de la terre, page 115. Donc c'est la traduction de Louinet, je la connais pas. Celle de Truchot, moi je trouve qu'elle a de la pêche, donc là, je sais pas ce que vaut celle-là. Enfoncez les clous, soldats, que notre hôte puisse voir notre bonne justice romaine à l'œuvre. L'homme qui venait de parler resserra la toche pourpre autour de son corps puissamment charpenté et se cala dans son siège officiel de la même façon qu'il aurait pu prendre place au Circus Maximus pour se divertir du fracas des épées des gladiateurs. Le moindre de ses gestes exsudait la pleine conscience qu'il avait de son pouvoir. Une fierté sans cesse aiguisée était nécessaire à la satisfaction romaine, et Titus Sulla avait toutes les raisons d'être fier, car il était gouverneur militaire d'Eboracum et relevait de la seule autorité de l'empereur de Rome. C'était un homme robuste de taille moyenne avec les traits de rapace d'un Romain de souche pure. Ses lèvres pleines étaient à présent incurvées dans un sourire moqueur, rajoutant à la morgue de son air naturellement hautain. D'une allure toute militaire, il portait la cuirasse aux écailles dorées et la plaque pectorale ciselée qui étaient les insignes de son rang. Un glaive pendait de sa ceinture et son casque argenté au cimier à plumes était posé sur un de ses genoux. Derrière lui se tenait un groupe de soldats impassibles armés de lances et de boucliers, des titans blonds originaires de Rhénanie. En face de lui se déroulait le spectacle qui lui procurait apparemment tant de plaisir, une scène qui n'avait rien de rare sur les vastes territoires de Rome. Une croix grossière était posée à plat sur la terre rase. Un homme à demi nu y était attaché. Il présentait un aspect sauvage avec ses membres noueux, ses yeux luisants et sa tignasse hirsute de cheveux emmêlés. Ces bourreaux étaient des soldats romains qui s'apprêtaient à clouer les mains et les pieds de leurs victimes à la croix de bois à l'aide de lourdes masses et de clous de fer. Ceux qui assistaient à ce répugnant spectacle au milieu de la sinistre place des exécutions située à l'extérieur de l'enceinte de la ville n'étaient pas nombreux. Le gouverneur et ses gardes aux aguets, quelques jeunes officiers romains, et l'homme que Titus Sulla avait appelé son hôte. Celui-ci se tenait immobile, telle une statue de bronze, et restait silencieux. Comparé à la splendeur rutilante du Romain, la tenue sobre de l'homme semblait terne, presque ténébreuse. Il était mat de peau, mais ne ressemblait pas au latin qui l'entourait. Rien en lui n'évoquait la sensualité chaude, presque orientale de la Méditerranée qui colorait leur teint. Les traits des barbares blonds derrière le siège de Sulla étaient moins différents des siens que ceux des Romains. Ses lèvres n'étaient pas rouges, pleines et incurvées, pas d'opulentes boucles ondoyantes dans sa chevelure à la façon grecque. Sa peau foncée n'avait pas la couleur olive du sud, elle évoquait plutôt l'obscurité sépulcrale du nord. Tout en lui suggérait vaguement les brumes envahies par les ombres, la morosité et les vents glacés des régions septentrionales désolées. Même ses yeux noirs étaient sauvagement froids, pareils à de sombres feux couvant sous des braises de glace. Devinez qui je viens de décrire. Dans cette histoire, le Romain va faire crucifier un Picte devant l'ambassadeur des Pictes pour marquer son mépris, sans savoir que l'ambassadeur est en fait le roi déguisé. Et le roi, entouré de ses gardes, il ne perd rien pour attendre. Et Bran McMahon va faire une chose absolument terrible, il va faire quelque chose de complètement contre nature pour se venger du Romain. Il y aura des brumes glacées, il y aura des marais vraiment dangereux, il y aura un homme qui part tout seul pour régler les problèmes pour son peuple, et le Romain va hurler. Voilà. Les histoires de... Bran McMahon, c'était le personnage auquel Howard s'identifiait le plus. Pas du tout Conan, pas du tout ces guerriers très solaires, très... voilà, c'est un personnage assez froid. Et en fait, les Pictes, on les retrouve dans beaucoup d'éléments de son œuvre. Il y a plusieurs personnages de Howard, plusieurs cycles qui croisent les Pictes. Et c'est pour ça que j'aime vraiment... En plus, moi, j'ai découvert par Howard qu'on pouvait faire une espèce de métalittérature comme ça. Qu'on pouvait dire qu'en fait, toutes nos histoires étaient liées comme ça et qu'en fait, il y avait des liens entre... Et j'ai même relu il n'y a pas longtemps, par hasard, une aventure écrite par Howard super bien qui s'appelle L'Homme Noir et qui se passe sur les mers d'Écosse en l'an 1000. Et le héros, une espèce de celte avec une hache, arrive sur une île comme ça où il découvre l'étendue d'un massacre et quelques types tous sont comme ça très sauvages recroquevillés autour d'une statue. Une statue qui est la statue du roi Bran. C'est lui. Voilà, et la statue va jouer un rôle pas des moindres dans l'histoire. Donc voilà, moi j'ai des... Howard, c'est un
C'est quelqu'un qui me touche beaucoup parce qu'il est très très profondément sincère, il n'est pas du tout dans l'ironie quand il écrit ce que je vous ai dit, il est vraiment, il veut vraiment emporter le lecteur, il veut vraiment l'accrocher, il veut vraiment qu'on y croie, il veut vraiment qu'on y soit. Moi je marche à chaque fois. Et en plus, là pareil, la relecture, notamment j'ai fini par le lire en VO. C'est un écrivain beaucoup plus fin qu'il en a l'air, qui a énormément de métiers, qui sait très très bien ce qu'il fait, qui connaît très bien son public, qui connaît très bien comme ça, et qui a étonnamment, qui a sa propre poésie, sa propre. Enfin, si au début vous vous dites oh quand même il en fait des tonnes quoi, c'est un peu comme Lovecraft, et à la fin vous vous rendez compte que c'est sa poésie, que c'est sa poétique à lui, et puis après moi j'aime. Voilà. Donc le rivage des Syrtes, moi je le lisais quand j'avais 17 ans aussi. Et c'est la preuve que José Corti publie de la littérature de genre, bien sûr. Mais c'est surtout très complémentaire des mémoires d'Adrien sur ce que c'est que la littérature ou pas. Enfin, pour moi, les mémoires d'Adrien mentent tout le temps. Et Gracq, avec son histoire, hein, qui est inéluctable, qui est d'une lenteur inéluctable aussi, et avec le principe de son héros, qui est d'aller chercher là où il y a de la vie, disons, qui vivent, finalement, c'est le principe qui guide l'action de celui qui tire les ficelles de cette histoire. C'est un principe de construction d'histoire et de construction de texte et d'écriture. Évidemment, c'est compliqué de lire autre chose que le début, pour ceux qui n'ont pas encore lu. Une prise de commandement. J'appartiens à l'une des plus vieilles familles d'Orsena. Je garde de mon enfance le souvenir d'années tranquilles, de calme et de plénitude, entre le vieux palais de la rue San Domenico et la maison des champs au bord de la Zenta, où nous ramenait chaque été et où j'accompagnais déjà mon père, chevauchant à travers ses terres ou vérifiant les comptes de ses intendants. Mes études terminées dans l'ancienne et célèbre université de la ville, des dispositions assez naturellement rêveuses et la fortune dont je fus mise en possession à la mort de ma mère firent que je me trouvais peu pressée de choisir une carrière. La seigneurie d'Orsena vit comme à l'ombre d'une gloire que lui ont acquise au siècle passé le succès de ses armes contre les infidèles et les bénéfices fabuleux de son commerce avec l'Orient. Elle est semblable à une personne très vieille et très noble qui s'est retirée du monde, et que malgré la perte de son crédit et la ruine de sa fortune, son prestige assura encore contre les affronts des créanciers. Son activité faible mais paisible encore et comme majestueuse est celle d'un vieillard dont les apparences longtemps robustes laissent incrédule sur le progrès continu en lui de la mort. Les charges publiques et le service de l'État, pour lequel le zèle du patriciat antique d'Orsena est resté légendaire, dans cet état d'infirmité conserve donc peu d'attrait pour ce qu'il y a de bouillonnant et d'illimité dans les impulsions de la jeunesse. Le déclin de l'âge marque le moment où l'on accède aux charges de la seigneurie avec le plus d'efficace. Quelque chose de romanesque et d'inemployé flottait donc sur la vie libre, et à beaucoup d'égards peu édifiante, que menaient dans la ville les jeunes gens nobles. Je me mêlais de bonne foi à leurs plaisirs fiévreux, à leurs enthousiasmes d'un jour, à leurs passions d'une semaine, le bâillement précoce et la rançon des classes trop anciennement assises sur le fait, et j'accédai très vite aux délices, vantées dans la jeunesse dorée de la ville, de l'ennui supérieur. Mes journées se partageaient entre la lecture des poètes et les promenades solitaires dans la campagne. Par les soirées orageuses de l'été qui font peser sur Orsena comme un manteau de plomb, j'aimais à m'enfoncer dans les forêts qui cernent la ville. Le plaisir de la chevaucher libre redoublait en moi avec les heures, comme redouble la vitesse d'une bête généreuse. Souvent je ne tournais bride qu'au crépuscule. J'aimais ces retours dans la pénombre montante. Comme la cime de ces bannières s'ennoblit pour nous d'un reflet de plus grand prix, parce qu'il monte d'une brume de siècle,
les dômes et les toits d'Orsena jaillissaient plus limpides du brouillard. Les pas assagis de mon cheval vers la ville me paraissaient alourdis d'un secret. Mes occupations de la nuit étaient plus frivoles. Je me mesurais aux jeunes gens de mon âge dans les joutes platoniques des académies, qui fleurissent à Orsena à mesure que le Sénat s'y vide. J'accordais beaucoup à l'amour, et je m'y montrais aussi ardent et aussi libre qu'aucun autre. Il arriva que ma maîtresse me quitta. J'en eus d'abord seulement de l'humeur, et je ne m'alarmai vraiment qu'en mesurant soudain le peu d'inclination que je me sentais à en prendre une autre. Cet accroc médiocre à des occupations dont les mailles s'étaient, sans que je le susse, peu à peu démesurément distendu, fit soudain s'effiler en lambeaux sous mes yeux ce que je considérais peu de jours encore auparavant comme une existence acceptable. Ma vie m'apparut irréparablement creuse, le terrain même sur lequel j'avais si négligemment bâti s'effondrait sous mes pieds. J'eus soudain envie de voyager, je sollicitai de la seigneurie un emploi dans une province éloignée. Tu l'as eu en commentaire composé. Le commentaire composé, c'est la plus mauvaise note. Il y a vraiment beaucoup. On dit un mot de tout le livre qu'on n'a pas mis sur cette table. Celui-ci, il est injouable. Hein. Voilà. J'ai essayé plusieurs fois, mais Non, ça marche pas. ça marche pas. Léo Pérout, c'est bien. Julien Gracq. Mais tu dis ça parce que t'as pas vraiment essayé. En fait. Je suis sûre que t'as pas vraiment essayé. Non, on n'est pas assez vieux encore. On n'est pas encore assez vieux, je pense, ouais, effectivement. Non, mais quand on vieillit, on joue des personnages de plus en plus jeunes. Ouais, c'est vrai, mais il est jeune lui. Hein. Il est jeune et déjà vieux. J'ai pas mis Toi l'immortel de Roger Zelazny parce que paraît-il qu'on ne trouve plus. Mais je l'avais. Voilà, s'il y a un éditeur, il n'y a pas d'éditeur ici. C'est possible de le ressortir, mais c'est vachement bien. C'est comme un auteur qui a beaucoup compté pour moi. On n'a pas mis Rosa parce qu'il avait déjà été présenté. Non, c'est les saisons qui ont déjà été présentées. Rosa de Maurice Ponce non plus, qui se passe dans le même univers que le Rivage des Sirtes. Voilà. Eh ben merci à vous deux. Je vais dire un petit mot sur Vostok et ça va être un petit mot parce que c'est hyper compliqué de parler de Vostok sans spoiler. J'avais pas lu la 4e parce que moi je l'ai lu sur épreuve donc je n'en savais rien et ils se sont bien démerdés. Du coup je suis super embêtée pour pas cramer le truc. Alors moi je me souviens c'était pour le lancement de Tadjelé de Laurent Kletzer au restaurant après, disant moi je voulais faire de la littérature accessible avec de l'aventure, avec quelque chose qui aurait du souffle, avec un truc comme ça et j'ai fait Ananas de Lady Star et c'est pas hyper accessible et j'ai fait cette nouvelle dans Tadjelé mais Tadjelé, qui va lire Tadjelé et du coup avec Vostok is back. C'est vraiment il y a du vrai souffle, c'est une vraie grande et belle expédition. Alors, je vais juste alors comment contourner le. Je vais juste vous lire un tout petit extrait. C'est c'est le prologue en fait. Et à ce moment-là, moi je me disais waouh, c'est exactement ce à quoi je m'attends. La station était fondée, donc on parle de Vostok, donc Vostok, station en Antarctique, qui a été fondée par les Russes, qui ont creusé, il y a un lac, il y a un immense lac sous la glace, et ça a été foré. Donc là, la Vostok est fondée. Nous l'avons baptisée Vostok, l'Orient, l'espoir. Comme j'écris ces mots, presque 40 ans ont passé. Nous y sommes encore. Et ensuite, c'est un extrait. Le 16 décembre 1957, ma mère, professeure à l'université, accouche dans un tramway en route pour l'hôpital. Une tempête de neige s'abat sur Kharkov, la circulation du véhicule est bloquée, le machiniste vient de décider que chacun continuera à pied et il va planter là ses passagers et son véhicule. Le véhicule, il sera toujours temps de venir le récupérer plus tard, les passagers, quant à eux, qu'ils se débrouillent. Que peut-on y faire? C'est la neige. L'ami qui accompagne ma mère proteste, crie qu'il faut trouver une solution et puis c'est trop tard. Ma mère souffle et gémit, les autres voyageurs se rassemblent autour d'elle pour la soutenir et cela ne dure pas. Me voici.
Je nais sur un sol d'acier froid au début de la nuit, dans un monde balayé de blanc. Mon pauvre papa est loin de nous, en camp, pour le crime d'avoir été communiste, plus communiste que le parti, pour avoir dit ce que les autres ne voulaient pas entendre. Il reviendra quelques années plus tard et m'aimera de toutes ses forces. Moi j'ouvre les yeux dans un monde de nuit et de glace. Il paraît que je n'ai pas pleuré. J'ai regardé danser la neige sur un monde blanc et je n'ai pas pleuré. Et puis commence le premier chapitre. Et là, je peux pas te dire ce que c'est, mais rien à voir. En fait, c'est pas du tout ce qu'on croit. Et pourtant, non, c'est le premier. Et pourtant, on va avoir tout ce qu'on veut, tout ce qu'on attend avec un titre comme ça. C'est-à-dire, on va avoir l'expédition antarctique, on va avoir l'enfer blanc, le froid, le huis clos dans la base, l'attrition avec les ressources qui diminuent, cette espèce d'obsession constante pour la température, etc. On va la voir. On a presque envie d'y aller. Mais pas tout de suite. Et tout ce qu'il y a avant, ça n'a rien à voir. Et moi, j'ai passé pas mal de temps à me dire, mais comment on arrive à Vostok avec ça et en même temps, c'est génial parce que c'est aussi un autre genre d'action. Ouais, c'est génial, quoi. Et il y a aussi, en dehors de ça, ça se passe quand même dans un futur. Qui est celui d'Anamnèse de Lady Star. Je vous en dis pas plus. Je vais pas vous dire grand chose. Et il y a des choses très chouettes. Il y a des personnages très chouettes. Un personnage de Ghost que je trouve absolument, moi qui m'a accompagnée pendant tout le roman et qui a été, qui a une espèce de Fantôme. Ouais, non mais je veux dire de support de poésie en fait qui est jamais vraiment défini. Des fois on se dit est-ce que c'est juste symbolique, mais non, il est vraiment là et c'est vraiment un super beau personnage, des personnages qui sont pleins de vie, des personnages qui n'en sont pas pleins de vie, au contraire qui sont très amochés. C'est super quoi, hein. Et c'est à la fois hyper accessible avec tout ce que tu as dit sur la baston, sur l'action, sur les trucs énormes de Bran McMahon. Il y a ça et en même temps c'est hyper bien écrit, c'est hyper poétique, c'est hyper fin, c'est hyper intelligent. C'est surprenant parce qu'on a tout ce qu'on voulait mais on a aussi autre chose. Voilà, c'est juste Vostok. Alors si vous achetez les livres qui ont été présentés, c'est génial, mais si vous partez sans Vostok, c'est juste pas possible. Donc voilà, j'ai les noms des gens qui sont. Nous sommes barricadés dans les Laurent Cléter sera là aussi demain. Demain, on continue les dystopiales avec Christian Chavassieux, Laurent, Thomas Crisagnac qui a fait des trucs super bizarres chez l'Âge d'Homme, le Pyromane et Vivarium, conseillé par Xavier de Silla. Et Stéphane Levallois qui a fait les illustrations des traductions du cycle d'Oz de Frank Baum. Et un superbe artbook qui reprend ce monde-là d'Oz. Et aussi des BD que je sortirai demain. Voilà. Et merci à vous. Merci.